Bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Nous aborderons cette semaine les axes suivants. La 20e édition de l'exercice militaire African Lion 2024 au Maroc, le rôle déterminant du Maroc dans le maintien de la paix et de la sécurité régionale et internationale, les efforts coordonnés des États-Unis et du Maroc pour garantir une sécurité pérenne en Afrique, et enfin la coopération entre les forces armées royales et les forces américaines. La 20e édition de l'exercice militaire African Lion a été orchestrée par les forces armées royales marocaines en partenariat avec leurs homologues américaines. Ces manœuvres militaires se sont tenues du 20 au 31 mai et ont mobilisé 7000 soldats issus de 20 pays. L'exercice African Lion 2024 a inclus des opérations tactiques terrestres, maritimes et aériennes, des missions des forces spéciales ainsi que des ateliers de planification opérationnelle, le tout sous la supervision d'une équipe dédiée. Le programme a compris également des cours théoriques et un exercice de lutte contre les armes de destruction massive. De plus, le programme a offert divers services médicaux, chirurgicaux et sociaux aux habitants de la région par le biais d'un hôpital médico-chirurgical de campagne. African Lion 2024 a contribué substantiellement au renforcement de la coopération opérationnelle et technique entre les armées participantes et est reconnu comme le plus grand exercice militaire en Afrique. Cet événement, dont la première édition remonte à 2004, favorise l'échange d'expériences et de connaissances militaires, en particulier dans les domaines de la formation et de l'entraînement conjoint. En effet, le Maroc joue un rôle central dans le maintien de la sécurité et de la stabilité régionale, apportant une contribution significative à la paix et à la prospérité au Moyen-Orient et sur le continent africain. En outre, le partenariat stratégique bilatéral entre les États-Unis et le Maroc repose sur des intérêts partagés, reflétant un engagement mutuel à relever des défis communs. Pour discuter de ce sujet, nous aurons aujourd'hui le plaisir d'accueillir 3 experts militaires. Alors permettez-moi de vous présenter le colonel à la retraite David Desroches. Le colonel Desroches est actuellement professeur de formation et d'éducation des forces armées au Near East South Asia Center for Security Studies. Auparavant, il a occupé le poste de directeur de la politique de défense pour le Moyen-Orient. Il a également servi au cabinet du secrétaire à la Défense en tant qu'agent de liaison avec le département de la sécurité intérieure. Il a été directeur principal pour le Pakistan, directeur des opérations de l'OTAN et directeur adjoint pour le maintien de la paix. Notre deuxième invité, le colonel à la retraite Preston McLaughlin, a servi dans le corps des Marines des États-Unis pendant plus de 27 ans. Il a occupé les postes de commandant de section, de compagnie, de bataillon et de régiment. Il a également exercé les fonctions d'observateur dans le cadre de la mission des Nations Unies au Sahara. Et nous avons l'honneur également d'accueillir une fois de plus notre chroniqueur Chris Lapetina, vétéran du corps des Marines des États-Unis. Il est également directeur de Focus Consulting à Washington, D.C. Bienvenue à vous, messieurs. Mais avant d'entamer notre discussion, je vous propose de suivre le reportage de notre correspondante Jihan Mansour qui nous donne un aperçu historique de ces manœuvres African Lion. Oui, Marc, permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue à nos invités distingués et à nos chers téléspectateurs. En fait, les exercices d'African Lion sont des manœuvres militaires conjointes organisées annuellement par le commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM, principalement accueillis par le Royaume du Maroc avec la participation de pays tels que le Ghana, le Sénégal et la Tunisie. Ces exercices ont pour objectif de renforcer les capacités des forces armées et de les préparer à répondre aux crises et urgences en Afrique et partout dans le monde. African Lion a été lancé en 2004 comme un événement de formation bilatérale entre le corps des marines des États-Unis et les forces armées royales marocaines. Son objectif principal était de renforcer la coopération militaire et les capacités opérationnelles conjointes, et les exercices se sont par la suite élargis. Cette expansion visait à intégrer des capacités de mission plus complètes et à améliorer la préparation opérationnelle conjointe. En 2012, l'exercice African Lion a vu une augmentation du nombre de pays participants.
incluant désormais des nations d'Europe et d'Afrique. Cette évolution a marqué un tournant majeur vers un exercice d'entraînement multinational plus complet et diversifié. هذه الخطوة كانت بمثابة تحول كبير نحو تمرين تدريبي متعدد الجنسيات أكثر شمولاً وتنوعاً. À partir de 2016, les exercices ont incorporé des volets d'aide humanitaire, mettant l'accent sur la réponse aux catastrophes, l'assistance médicale et la coopération civilo-militaire. Ces missions visaient à apporter des avantages concrets aux communautés locales, tout en améliorant l'expérience de formation des forces interarmées. En 2020, les exercices ont été adaptés pour se conformer aux protocoles de sécurité liés au Covid-19. Malgré la pandémie, la formation de base a été maintenue, démontrant ainsi la flexibilité et l'adaptabilité des armées participantes. L'exercice African Lion 2024 marque le 20e anniversaire de cet événement militaire historique. Cette édition a réuni plus de 7000 militaires de 20 pays, y compris des unités de l'OTAN. Les exercices ont compris un large éventail d'activités de formation, telles que des exercices à balles réelles, des opérations de largage aérien et des missions d'aide humanitaire. Merci Jehan. Entamons notre discussion avec Chris Lapetina. Chris, quelle est votre évaluation de la coopération militaire maroco-américaine et quelle importance attribuez-vous au choix du Maroc en tant qu'hôte de plusieurs de ces exercices au cours de ces dernières décennies? Marc, permettez-moi tout d'abord de souligner que nos téléspectateurs sont particulièrement privilégiés aujourd'hui, car nous avons le plaisir d'accueillir deux experts militaires qui ont servi avec honneur et courage. Leur expertise enrichira grandement cette discussion en ce qui concerne le Maroc. L'exercice African Lion et les relations avec les États-Unis, permettez-moi de souligner leur importance. Cette relation est cruciale non seulement pour le Maroc, qui considère les États-Unis comme un allié, un pays ami, mais également pour les États-Unis. D'ailleurs, nous aborderons probablement au cours de cet épisode les enjeux stratégiques du Sahel et les défis qui y sont associés. Le Maroc se révèle être un allié de premier plan et un partenaire inestimable pour les États-Unis dans la définition de leurs relations stratégiques futures avec l'Afrique. Merci Chris. Faisons maintenant appel à l'un de nos colonels les plus expérimentés. Nous avons avec nous aujourd'hui le colonel David Desroches. Alors, compte tenu des nombreux défis à travers le continent africain, défis qui se traduisent sous forme de guerre, d'extrémisme violent, de problèmes de cybersécurité, de crimes organisés et bien d'autres encore auxquels les Africains doivent faire face. Alors, comment évaluez-vous l'impact d'African Lion pour aider à relever tous ces défis? Votre question est pertinente. Tout d'abord, des exercices militaires de haute intensité ont vu le jour au Maroc dans le cadre de ces manœuvres. Cependant, la véritable valeur réside, je pense, principalement dans le déploiement et le débarquement des fournitures, capacités qui peuvent être mises à profit en situation de guerre de haute intensité ou dans des contextes humanitaires. Il est crucial de s'entraîner à ces opérations pour développer une bonne connaissance des différents ports et déterminer les quantités de matériel pouvant être acheminées par divers moyens. Il s'agit donc d'une capacité à spectre complet, exercée en Afrique, notamment au Sénégal et au Ghana, ainsi qu'au Maroc. Un autre aspect fondamental est la planification et la coordination multinationale. Cette tâche est complexe, même entre les services militaires américains, en raison de différences de fonctionnement et du risque de confusion. En outre, la coordination internationale est encore plus difficile à réaliser. Ainsi, l'un des éléments souvent négligés mais essentiels est l'organisation des conférences préparatoires. La réunion de planification principale qui s'est déroulée en janvier et février au Maroc démontre le rôle de premier plan que joue ce pays depuis des décennies dans cet engagement à spectre complet. Ces compétences peuvent être utilisées pour gérer des crises comme une épidémie d'Ebola ou pour lutter contre le terrorisme. Toutefois, les capacités développées grâce à ces exercices nécessitent un engagement à long terme et un renforcement régulier. Merci David. Passons maintenant à notre deuxième intervenant, le colonel de corps des Marines, McLaughlin.
Preston, en nous référant aux propos de David concernant l'exercice combiné maroco-américain African Lion, qui renforce de manière significative cette relation vitale entre nos deux pays, pourriez-vous nous expliquer l'importance de cet exercice et quel est l'état actuel des relations militaires entre le Maroc et notre pays? Écoutez, les États-Unis et le Maroc partagent une longue histoire commune qui remonte à la date de notre fondation. Récemment, j'ai entendu le chef de l'armée française évoquer le corps expéditionnaire français en Italie pendant la Seconde Guerre mondiale, où de nombreuses divisions étaient composées de Marocains ayant combattu dans ce conflit. Nous avons une relation ancienne avec l'armée marocaine, relation qui sert les intérêts stratégiques de nos deux nations. D'ailleurs, le détroit de Gibraltar est une zone maritime essentielle et il est crucial que le Maroc assure la libre circulation des biens et du commerce dans cette région. Oui, c'est tout à fait juste. Alors, colonel David Desroches, les États-Unis ont de nombreux rivaux sur le continent africain, tels que la Russie, notamment avec ses mercenaires du groupe Wagner, ainsi que la Chine, qui est impliquée sur le plan militaire et dans la recherche de minerais. L'Iran, lui, est également présent dans diverses activités. Chacune de ces puissances agit en fonction de ses propres intérêts et en collaboration avec les régimes locaux. Alors, que font les États-Unis, en particulier à travers African Lion, pour réaliser leurs ambitions sur le continent africain? On the continent of Africa? Well, good question. So the United States generally is at a disadvantage dealing with corrupt countries. Votre question est pertinente. Les États-Unis sont généralement désavantagés lorsqu'ils traitent avec des pays où la corruption est endémique, une réalité assez courante en Afrique. En revanche, les Russes, les Chinois et dans une moindre mesure les Iraniens n'hésitent pas à soudoyer des dirigeants corrompus. Ainsi, nous voyons des juntes militaires prendre le pouvoir au Niger, au Burkina Faso et au Mali, et immédiatement, ces régimes préfèrent collaborer avec les Russes plutôt qu'avec des organisations internationales plus transparentes comme l'Union européenne, la France ou les États-Unis. Les Russes se concentrent clairement sur l'extraction des richesses. Les Chinois, bien que leur intérêt soit en partie similaire au nôtre, à savoir la stabilité et le commerce, orientent leurs investissements principalement vers leurs propres intérêts et ceux de classes dirigeantes souvent corrompues. Cela place les pays africains dans une situation de dépendance économique où, à terme, les actifs peuvent être saisis en cas de non-paiement, à l'instar de la manière dont les Français et les Anglais ont pris le contrôle du canal de Suez. Cela ne sert pas nécessairement les intérêts africains. En ce qui concerne les intérêts américains, notre approche est différente. Nous n'intervenons pas à une échelle économique aussi massive, car notre gouvernement n'en a pas les moyens. Nous cherchons plutôt à promouvoir la sécurité et la stabilité, en réponse aux menaces croissantes, mais de manière intermittente et non pas avec des bases permanentes. C'est pourquoi les exercices militaires, les déplacements sur le continent et les opérations, qu'il s'agisse de lutter contre le virus Ebola ou de faire face à des menaces comme celle de Daesh, sont si essentiels. Les compétences et la logistique nécessaires pour ces déploiements sont similaires. Soulignons l'importance cruciale de ces exercices. Oui, je me tourne à présent vers le colonel McLaughlin. Colonel McLaughlin, prenons l'exemple de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Malgré son engagement en Ukraine, l'OTAN continue de participer d'une manière ou d'une autre à ces exercices. Alors pourriez-vous nous parler de l'importance de la participation de l'OTAN à ces manœuvres d'African Lion, alors même que l'Alliance est confrontée à de nombreux défis en Europe? Il est important de reconnaître que l'OTAN considère le Maroc comme un leader régional et compte sur lui pour rallier de nombreux autres pays à sa cause. Ce que beaucoup de gens ignorent, même aux États-Unis, c'est qu'il existe une multitude de petits exercices souvent parrainés par l'OTAN ou par un pays membre de l'OTAN, tels que Phoenix Express, un exercice maritime. Le Maroc participe fréquemment à ces réunions. Pour l'OTAN, cela représente un avantage considérable, car en considérant le Maroc comme un leader régional, elle peut se concentrer sur divers domaines, comme l'a mentionné le colonel Desroches, qui ne sont pas habituellement des opportunités d'entraînement courantes. Très bien, je vous remercie. Nous reviendrons à vous trois, messieurs, dans quelques instants.
mais je vous propose tout d'abord de suivre un article publié récemment par The Heritage Foundation, article rédigé par Amin Roulidi, intitulé « Réinitialiser la politique américaine en Afrique de l'Ouest ». Réinitialiser la politique américaine en Afrique de l'Ouest. Sous ce titre, le site web de la Heritage Foundation a publié un article de l'écrivain Amin Roulidi qui commence ainsi. Pendant longtemps, l'engagement américain en Afrique s'est appuyé sur un groupe restreint de partenaires et un modèle unifié de coopération en matière de sécurité. Bien que cette approche ait produit des résultats, elle nous a également rendus vulnérables au choc, comme la perte de la base aérienne d'Agadez, qui soutenait les efforts américains au Sahel. L'auteur poursuit en expliquant que les pays du G5 Sahel ont eu du mal à faire face efficacement aux menaces transfrontalières face à l'expansion continue des groupes terroristes au Mali et au Burkina Faso. Les récentes décisions prises par le Burkina Faso, le Mali et le Niger de quitter la coalition soulignent la nécessité d'une approche plus adaptative dans la gestion des partenariats stratégiques dans la région. Concernant les moyens de renforcer les partenariats américo-africains, l'auteur déclare « Pour garantir les intérêts à long terme, les États-Unis doivent donner la priorité à l'établissement et à l'entretien de partenariats avec des parties fortes et durables qui ont des intérêts communs similaires à ceux trouvés ailleurs sur le continent. » À titre d'exemple, l'auteur souligne que le Maroc s'impose comme une solution permettant aux États-Unis d'élargir leurs partenariats régionaux. L'administration Trump a considérablement renforcé les relations entre les États-Unis et le Maroc en reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara, les fortes capacités militaires du Maroc, sa coopération étroite dans la lutte contre le terrorisme et sa position stratégique le long de l'océan Atlantique et de la Méditerranée en font un pilier essentiel des efforts de sécurité américains en Afrique du Nord et de l'Ouest. L'auteur conclut en rappelant que les exercices annuels d'African Lion sont les plus importants exercices de commandement africain en Afrique, illustrant le partenariat de sécurité durable entre les deux pays, tirer parti des avantages offerts par le Maroc, notamment la possibilité d'accueillir le siège d'Africom, récemment proposé par le sénateur américain Dan Sullivan, peut renforcer considérablement les capacités américaines à répondre aux crises et à la dissuasion régionale. La confiance développée sous la présidence Trump peut servir de base pour négocier un partenariat plus large avec le Maroc, conformément aux objectifs régionaux des deux pays. Cet article met donc en lumière certains des défis auxquels nous devons faire face. Examinons maintenant quelques-uns de ces défis et commençons par vous, Chris. Les États-Unis ont réagi récemment aux récentes décisions du Niger de mettre fin à plusieurs de ses partenariats avec eux. La junte militaire suspend les opérations militaires avec les États-Unis et se rapproche de l'armée russe. Alors comment les États-Unis s'adaptent-ils et réorientent-ils leurs priorités dans ce contexte ? Je pense que David a très bien exposé les problèmes que nous rencontrons pour maintenir les relations dans la région du Sahel. Les pays de cette région ne partagent pas les mêmes valeurs fondamentales que le Maroc. L'une des façons de contrer cette situation est précisément ce que nous faisons actuellement avec l'exercice African Lion, constituer une coalition fondée sur des valeurs partagées, la préservation de la démocratie et la garantie des libertés importantes pour les citoyens, et non uniquement pour les dirigeants. En poursuivant ce type d'initiative, nous serons en mesure de repousser les acteurs malveillants présents dans la région du Sahel. Colonel Desroches, pourriez-vous nous expliquer comment la perte de la base aérienne d'Agadez au Niger affecte précisément les points évoqués par Chris ?
Selon le rapport de la Heritage Foundation, cette base aérienne joue un rôle crucial dans la lutte contre le terrorisme au Sahel en raison de sa proximité avec de nombreux groupes terroristes dans la région. Alors, quelles mesures les États-Unis prennent-ils en réponse à cette perte et comment le Maroc peut-il contribuer à améliorer la situation au Niger? Yeah, good question. So the Agadez Air Base is a key facility because it's right in the middle of the Sahel. C'est une excellente question. La base aérienne d'Agadez est une installation clé en plein milieu du Sahel. Pour maintenir une observation persistante ou déployer des forces, il est évident que plutôt que de partir de l'intérieur vers l'extérieur, nous devons maintenant opérer à partir de points plus éloignés, comme des pays amis au sud du Sahel, peut-être le Ghana. Opérer depuis la Libye est trop instable. L'Algérie refuse généralement d'accueillir des forces étrangères et la Tunisie est trop éloignée. Le Maroc en particulier, sa partie sud et la Mauritanie sont des options plus viables. Le Mali et le Burkina Faso n'accueilleront pas nos forces, ce qui prive une grande partie de la zone de moyens d'observation à court terme et compromet notre capacité à agir. Le Maroc peut contribuer de deux manières. Premièrement, c'est l'un des rares pays africains à exporter de la sécurité plutôt qu'à en consommer. Le Royaume du Maroc dispose d'une base de formation militaire professionnelle bien établie, qui forme des officiers, des sous-officiers et des soldats. Lorsque j'étais candidat à un échange à l'Académie royale militaire du Maroc, j'étais souvent aux côtés d'officiers du Gabon, du Burkina Faso et d'autres pays. Or from Burkina Faso or places like that. So that training and development of professional military forces can continue. Le Maroc peut donc continuer, voire accélérer la formation et le développement de forces militaires professionnelles, espérant ainsi remplacer les juntes corrompues par des armées plus professionnelles. Deuxièmement, le Maroc a prouvé sa capacité à exporter la sécurité. Les Marocains ont servi en Bosnie, où j'étais basé, en Europe, assurant la sécurité de la base où je dormais à Sarajevo. One of the rare African countries that has served in Europe as providing the security for the base that I slept on in Sarajevo. They have the ability to do that with like-minded nations. Ils peuvent faire de même avec des nations partageant les mêmes idées, confrontées à des menaces similaires. Cependant, à long terme, on ne peut pas protéger un pays qui ne souhaite pas l'être. Malheureusement, les dirigeants des gouvernements militaires du Mali, du Niger et du Burkina Faso vont probablement découvrir les erreurs de leur choix. Je crains que dans ces cas-là, la situation ne s'aggrave avant de s'améliorer. Bien, regardons maintenant la manière dont les États-Unis abordent les défis posés par la situation géopolitique de l'Afrique du Nord et de l'Ouest. D'ailleurs, cette approche implique une collaboration étroite avec le Maroc, sans compromettre les engagements militaires existants des États-Unis et de leurs alliés envers des nations telles que l'Espagne, la France et la Pologne. Ce contexte est d'autant plus crucial face aux défis internationaux posés par la Russie. Comment les États-Unis déploient-ils leurs ressources et stratégies pour répondre à ces défis complexes? Il convient ainsi de porter une attention particulière à l'exercice d'African Lion 2024, car il revêt une importance primordiale pour les États-Unis. Le général Michael Langley, actuel commandant des États-Unis d'Amérique pour l'Afrique, a effectué au moins 3 visites au Maroc dans le cadre d'un dialogue militaire. Cette démarche souligne la pertinence stratégique du Maroc dans le cadre de l'Alliance, tandis que l'Espagne, la France et les autres États membres de l'Union européenne demeurent préoccupés par la situation en Ukraine et y contribuent activement. Il est manifeste que les États-Unis accordent une attention particulière à l'exercice d'African Lion cette année. David, on a noté que l'Espagne n'a pas participé à l'exercice African Lion 2024 cette année. Alors comment devrions-nous interpréter cette absence remarquée? Quelles pourraient être les raisons de leur abstention? I wouldn't read too much into it. I mean, occasionally there's political stuff, but the big beef that I have with Il y a plusieurs aspects à considérer. Je veux dire que les problèmes politiques peuvent parfois jouer un rôle, mais ce qui me préoccupe le plus concernant la plupart des forces armées européennes, c'est leur taille insuffisante et leur manque de capacité opérationnelle. À un certain point, elles atteignent leurs limites avant même d'avoir accompli toute leur mission. Il est donc possible que leur absence soit simplement due à un manque de ressources disponibles. Il existe également un aspect de signalisation politique et il est probable que des représentants espagnols au sein des états-majors de l'OTAN étaient impliqués dans cet exercice, même s'ils ne participent pas directement sur le terrain. Avec l'implication de l'OTAN dans la région, notamment par son soutien à la Pologne et
sa coopération avec l'Ukraine, il est probable que cela diminue quelque peu la dynamique propre à cette région. Well, there's a little bit of an informal divide in NATO. There's the camp north of the Alps that is preoccupied with Russia. Écoutez, au sein de l'OTAN, une division informelle se dessine. Une faction située au nord des Alpes se concentre sur les défis liés à la Russie, tandis qu'une autre au sud des Alpes se préoccupe des menaces non conventionnelles comme les flux migratoires massifs en provenance d'Afrique. Cette situation est complexifiée par le rôle de l'Union européenne qui a instauré une structure de commandement parallèle pour gérer les migrations et les problématiques similaires. Cependant, les ressources humaines disponibles restent limitées, tant pour les opérations de l'OTAN que celles de l'Union européenne. J'ai une question pour vous deux, colonel. Récemment, nous avons été témoins des troubles en Iran suite au décès de leur président lors d'un accident d'hélicoptère. Alors, colonel Desroches, pouvez-vous nous éclairer sur l'incidence de ces événements sur la formation et les opérations en Afrique? I don't think it'll make that much of a difference, honestly. Iran has mature institutions. Je doute que cela ait un impact majeur, pour être franc. L'Iran dispose d'institutions matures, bien que répressives. Je crois qu'elles peuvent absorber la disparition d'un dirigeant de haut rang. La principale préoccupation réside plutôt dans le fait que l'Iran a traditionnellement été une source importante de migration vers l'Europe. Ainsi, il est plausible que les pays membres européens de l'OTAN, déjà surchargés, détournent leur attention et leurs ressources des menaces comme la migration, le trafic de drogue et autres provenant du continent africain vers l'Est, afin de faire face à un potentiel afflux de migrants iraniens suite au changement de gouvernement. Colonel McLaughlin, en quoi pensez-vous que ces institutions, comme le dit le colonel Desroches, sont des institutions mauvaises mais stables? Comment pensez-vous que ce changement aura un impact sur la sécurité du continent africain au cours de l'année à venir? Je suis d'avis que l'Iran porte un certain intérêt à l'Afrique, tout comme à d'autres régions. Cependant, il semble prioriser l'allocation de ses ressources aux pays situés dans son voisinage immédiat au Moyen-Orient. Si le président n'avait pas été impliqué dans cet accident, il est probable qu'il aurait envisagé des interventions dans d'autres régions africaines. Cependant, il est clair que la Russie et la Chine jouent actuellement un rôle prédominant dans les initiatives d'intervention en Afrique. Nous progressons à un rythme soutenu, ce qui nous amènera à aborder ces sujets dès notre retour après une courte pause en compagnie de nos 3 experts militaires. Alors, restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Les relations sécuritaires et militaires entre les États-Unis et le Maroc connaissent un développement significatif et se manifestent par un échange d'informations en matière de renseignement et par la fourniture de matériel militaire de haute qualité par les États-Unis au Maroc. Cette évolution témoigne de la confiance et de la crédibilité dont jouit le Maroc, qui s'apprête à recevoir 64 hélicoptères Apache, en plus des contrats antérieurs portant sur des chars Abrams. Cette démarche renforce la position du Maroc en tant que partenaire majeur de l'industrie de la défense américaine. Cette coopération étroite découle également du rôle central des agences de sécurité marocaines dans la lutte contre le terrorisme ainsi que leur contribution active à la sécurité régionale et continentale. Avant de poursuivre notre discussion, je vous propose de suivre le reportage suivant qui met en lumière l'importance de la coopération en matière de sécurité et de défense entre le Maroc et les États-Unis. Parallèlement aux relations diplomatiques et économiques, la coopération militaire et sécuritaire entre les États-Unis et le Maroc connaît un développement significatif, devenant un pilier essentiel pour promouvoir la stabilité dans la région nord-africaine et combattre les menaces terroristes. Cette coopération illustre également les liens bilatéraux distingués entre Washington et Rabat. D'ailleurs, l'exercice African Lion témoigne de manière particulièrement notable de cette collaboration entre les deux nations, s'affirmant comme le plus vaste exercice militaire sur le continent africain. Sur le front sécuritaire, le Maroc est reconnu comme un allié stratégique des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme.
Les deux pays collaborent étroitement en matière d'échange de renseignements et de formation pour contrer ce fléau, ayant signé une feuille de route pour la coopération militaire, incluant les orientations devant être suivies pour la mise en œuvre des activités approuvées lors de la 13e session du Comité consultatif maroco-américain de défense. Cette signature fait suite à une série de visites et de contrats entre responsables et hauts gradés militaires américains au Maroc. La plus récente étant une visite de travail conclue par la secrétaire adjointe américaine à la Défense chargée des affaires de sécurité internationale, Célicie Wallander, qui a dirigé une délégation militaire de haut niveau à la 13e session du Comité consultatif de défense maroco-américain. Les deux parties ont exprimé leur volonté de renforcer encore davantage ces liens sur la base de la confiance et de la compréhension mutuelle. Le format de la réunion du Comité consultatif de défense s'est avéré approprié pour un dialogue stratégique et pour aborder les questions de sécurité régionale et continentale. Cette coopération, fruit de décennies, voire de siècles d'amitié ininterrompue entre le Royaume du Maroc et les États-Unis d'Amérique, témoigne d'une relation solide et durable. Dirigeons-nous vers Chris Lapetina. Chris, est-il exact que les processus bureaucratiques et les blocages entraînent parfois des contrats d'armement, poussant nos alliés à choisir des destinations plus réactives et moins compliquées? Comme nous l'avons vu, l'Égypte a été freinée en raison d'obstacles de la part du Congrès, ce qui a ralenti ses acquisitions. Comme l'a souligné le colonel McLaughlin avant la pause, Israël a également fait face à une brève interruption de l'importation de certaines munitions lourdes. Alors comment pouvons-nous dépasser ces obstacles et comment le Maroc a-t-il réussi à accélérer ses acquisitions d'armement? Écoutez, l'assistance américaine est soumise à une certaine bureaucratie, mais elle est également substantielle. Dans le cas de l'Ukraine, cette assistance peut être vitale et je prévois qu'elle se poursuivra. Sans cette aide américaine, l'Ukraine, malgré les efforts du reste de l'OTAN, serait dans une situation précaire et pourrait même être menacée. C'est une réalité quotidienne pour nous. Nous ne donnons pas de l'aide aveuglément. Notre système exige que notre gouvernement rende des comptes sur les fonds que nous dépensons et l'aide que nous octroyons parfois. Cette aide est conditionnée par des considérations relatives aux droits de l'homme. Aux États-Unis, la loi Leahy stipule que toute aide militaire fournie doit être utilisée en conformité avec les normes de conduite acceptées par la communauté internationale en matière de guerre. C'est pourquoi il y a parfois des débats sur les potentiels pays bénéficiaires de notre assistance. En ce qui concerne le Maroc, je crois qu'en raison de ses relations durables, de son influence positive dans les cercles politiques américains, des considérations telles que celles que vous avez mentionnées facilitent grandement l'octroi d'aide par les États-Unis au Maroc, sans créer de nouveaux obstacles bureaucratiques ni susciter de doutes quant à la pertinence de cette assistance. Colonel Desroches, il y a quelques semaines, nous avons observé une collaboration efficace entre les services de renseignement marocains et la DGSN qui ont réussi à démanteler plusieurs cellules terroristes de Daesh dans différentes villes. Cette coopération, telle qu'elle se manifeste dans l'exercice African Lion, démontre son importance cruciale dans des situations réelles pour prévenir des événements tragiques. Alors comment évaluez-vous la dynamique actuelle des relations entre le Maroc et les États-Unis, ainsi que la capacité des divers organes gouvernementaux, y compris les forces de défense et la diplomatie, à travailler en étroite collaboration? Écoutez, depuis l'émergence d'Al-Qaïda et ensuite de Daesh comme des menaces pour les intérêts de sécurité nationale des États-Unis, il est devenu évident qu'il est crucial de s'associer à des partenaires régionaux ayant accès à des compétences linguistiques et à des réseaux sociaux que les États-Unis ne possèdent tout simplement pas ou ne peuvent pas acquérir. Personnellement, je dois avouer que mes compétences en arabe sont limitées et je ne pourrais pas infiltrer
une cellule d'Al-Qaïda. En revanche, les Marocains ont réussi à le faire à plusieurs reprises, démontrant ainsi une capacité essentielle dans la lutte contre ce qui est en fin de compte un défi mondial en matière de maintien de l'ordre. Nous savons que les individus issus de diverses communautés ethniques, linguistiques, religieuses, culturelles et sociales sont mieux équipés pour faire respecter la loi. Par conséquent, dans le contexte d'une menace mondiale prétendant agir au nom de l'islam et ciblant principalement les individus élevés dans des environnements où l'islam est prédominant, le partenariat avec le Maroc partageant les mêmes valeurs est d'une importance inestimable. Cela dépasse de loin l'impact de tout avion ou char d'assaut que l'on pourrait mentionner. Colonel McLaughlin, permettez-nous de nous appuyer sur votre expérience de près de 3 décennies pour un rappel historique. Comment avez-vous observé l'évolution de cette relation au fil des ans? Où et comment a-t-elle progressé? Y a-t-il des domaines spécifiques ou des améliorations qui pourraient être envisagées à l'avenir? Il est crucial de reconnaître la singularité du partenariat entre le Maroc et les États-Unis. Le Maroc, en tant que nation, a des intérêts à la fois en Afrique. En qualité d'alliés, nous nous appuyons souvent sur leur expertise pour appréhender les divers enjeux régionaux. Comme le colonel de Roche l'a souligné précédemment, en abordant les objectifs de la lutte contre le terrorisme, cette relation est profonde et étroite. Cette année marque le 20e anniversaire de l'exercice African Lion, soulignant ainsi la longévité de notre partenariat. Nos liens remontent loin, comme en témoigne la participation des Marocains au sein du corps expéditionnaire français lors de la Seconde Guerre mondiale, et même des événements plus contemporains, tels que le sauvetage de Kolwezi en 1978, où l'armée marocaine a joué un rôle essentiel. Ces relations historiques et profondes sont une ressource précieuse pour nous. Le Maroc possède une expertise et une capacité d'action dans des domaines où les États-Unis peuvent rencontrer des limites, ce qui nous amène à solliciter leurs conseils avisés dans ces contextes spécifiques. Colonel Desroches, comment l'aspect du renseignement a-t-il été pris en considération? Nous avons porté une attention particulière aux relations entre les forces armées, mais il est également important de mentionner le rôle de la CIA, du département de la Défense, des agences de renseignement et d'autres composantes du renseignement des États-Unis et de leurs alliés qui collaborent avec les services de renseignement marocains. En quoi cette coopération a-t-elle contribué à améliorer la sécurité régionale en Afrique du Nord? Well, so first off, as I said earlier, I believe, Morocco is the rare African country which is actually an exporter of Tout d'abord, comme je l'ai mentionné précédemment, je considère le Maroc comme un cas rare en Afrique, où il joue un rôle dans l'exportation de la sécurité plutôt que dans sa réception. Les Marocains ont établi des accords de coopération avec les Européens et avec nous concernant la gestion des flux migratoires, la lutte contre le trafic de stupéfiants et d'autres menaces non conventionnelles. Ces accords ont pris de l'ampleur à mesure que la menace terroriste se faisait plus pressante. Nous reconnaissons que toutes les monarchies du monde arabe sont confrontées à la menace d'Al-Qaïda, tout comme les États-Unis, ce qui crée un terrain d'entente. Grâce à leurs connaissances linguistiques et culturelles, ainsi qu'à l'accès à une diaspora mondiale où les terroristes recrutent activement, les services de renseignement marocains ont une capacité unique d'accéder à ces réseaux depuis l'intérieur. Avec le temps et la déclassification progressive des informations, nous réalisons qu'il existe un niveau plus élevé de convergence d'intérêts que ce que l'on pourrait supposer, ainsi que des opérations conjointes. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que cette capacité est essentielle pour garantir la sécurité des États-Unis et de la région, compte tenu de la menace à laquelle nous sommes confrontés. Colonel McLaughlin, pourriez-vous nous décrire le soutien apporté par les États-Unis aux efforts du Maroc dans la lutte contre le trafic illicite et le crime organisé? Comment cette collaboration a-t-elle bénéficié aux deux pays? Well, I think, a lot of people in today's environment, they understand that trans-regional threats are... Dans le contexte actuel, il est largement admis que les menaces transrégionales constituent des défis considérables, caractérisés par leur complexité et leur ampleur. Les migrations massives et le trafic de drogue notamment illustrent la complexité des enjeux auxquels nous sommes confrontés. Le Maroc, en raison de sa position stratégique au sein du Maghreb et près du détroit de Gibraltar, se trouve souvent au cœur de ces défis.
Sa collaboration avec l'Espagne et d'autres pays européens riverains de la Méditerranée, tels que l'Italie et la France, dont la lutte contre le trafic de drogue et la gestion des flux migratoires revêt une importance cruciale. Les États-Unis, quant à eux, collaborent activement avec le Maroc dans des domaines tels que le renseignement et la coopération en matière de sécurité afin de faire face à ces défis transnationaux de manière efficace. With Morocco in the realms like you suggested as far as intelligence and security cooperation. David, dans notre présentation, nous avons évoqué le transfert de chars Abrams et d'hélicoptères AH-64 Apache des États-Unis vers le Maroc. Alors, en quoi l'acquisition de cet armement renforce-t-elle les capacités militaires du pays et ses relations internationales ? D'ailleurs, la mise en place d'une infrastructure pour la formation et l'entretien de tous ces équipements contribue également à consolider les liens entre nos deux nations. Je soutiendrai en tant que professeur d'école de guerre que l'aspect crucial réside non pas tant dans les armes et les capacités militaires que dans la collaboration et le développement d'une vision commune de la sécurité. Il est essentiel de cultiver un cadre intellectuel partagé et une approche commune de la sécurité afin de pouvoir visualiser et travailler ensemble de manière interopérable. Cependant, un point secondaire à considérer est la nécessité d'avoir la capacité matérielle de contribuer effectivement à la sécurité internationale. Même si les intentions sont louables, l'absence de capacité tangible limite la capacité à influer sur la sécurité globale. Un exemple illustrant ce point est celui des véhicules blindés de transport de troupes marocaines à Sarajevo, qui ont été indispensables pour garantir la sécurité dans une capitale européenne et faciliter les opérations d'une force multinationale de l'OTAN et de l'ONU. Dans le domaine de la sécurité, la possession d'hélicoptères et de chars renforce le rôle d'un acteur sur la scène internationale, tandis que leur absence peut limiter son influence. Je vois que le défi consiste à trouver un équilibre approprié entre les capacités lourdes requises pour certaines missions spécifiques et les forces nécessaires pour assurer la sécurité au quotidien. Idéalement, les chars Abrams et les hélicoptères d'attaque devraient être mobilisés principalement pour des interventions expéditionnaires contre des menaces émergentes plutôt que pour la défense directe du territoire marocain. Nous avons largement évoqué l'impact positif de ces exercices sur les pays africains. Cependant, il convient de souligner que pour l'armée américaine, qui n'est actuellement engagée sur aucune mission active, ce type d'exercice revêt une importance capitale. En effet, ces exercices nous permettent de maintenir notre état de préparation et de conserver nos capacités opérationnelles, ce qui est essentiel pour répondre efficacement à toute éventualité. Cela est tout à fait exact. Premièrement, il est important de reconnaître que les jeunes de 18 ans ne s'engagent pas dans l'armée avec l'intention de rester stationnés à Fort Riley au Kansas pendant 4 ans. Voyager dans des pays tels que le Maroc, qui fut d'ailleurs le premier pays étranger que j'ai visité dans ma vie, représente une véritable révélation. Ces expériences permettent d'explorer des modes de vie différents, ce qui est à la fois excitant et enrichissant. Travailler aux côtés de soldats étrangers dans un environnement étranger procure une sensation authentique de camaraderie militaire. De plus, la réalisation d'exercices de tir réel et autres activités similaires contribue à renforcer les compétences opérationnelles des soldats. Deuxièmement, il est bénéfique pour les soldats américains de se confronter à des environnements inhabituels afin de tester la résilience de leur système et la capacité d'adaptation de leur équipement. Dans la réalité, les situations de combat sont rarement celles anticipées, d'où l'importance de se familiariser avec différents scénarios, qu'il s'agisse de conflits armés, de catastrophes naturelles ou de pandémies. Enfin, apprendre à travailler en collaboration avec les armées locales, les forces partenaires et à s'immerger dans les cultures locales est une compétence inestimable. La guerre moderne est essentiellement axée sur la population et la culture de la gagne de cœur et d'esprit, surtout dans le contexte des opérations en Afrique. Par conséquent, acquérir une compréhension approfondie et une capacité d'interaction avec des cultures diverses, mais partageant certaines valeurs communes, constitue l'héritage le plus significatif de ces exercices. Chris Lapetina a souligné que les forces armées sont souvent en première ligne lors de catastrophes naturelles comme les tremblements de terre, comme celui de Marrakech ou les inondations en Afrique causées par le changement climatique. Dans ce contexte, il est important de considérer l'utilité de ces interventions humanitaires, notamment à travers la mise en place d'hôpitaux de campagne, hôpitaux qui jouent un rôle crucial dans de telles situations. Quelle est l'importance de cet aspect pour atteindre les populations africaines et répondre à leurs besoins en période de crise ?
Je pense que David a soulevé un point crucial sur l'importance de la formation et de la préparation face à diverses situations. Il vient de souligner que cette préparation ne concerne pas seulement les soldats de base chargés de mener à bien les missions, mais aussi les officiers qui doivent diriger, planifier et superviser efficacement. Ces réflexions préalables sont essentielles pour assurer une efficacité opérationnelle. Il a également observé que les forces armées du monde entier sont de plus en plus impliquées dans la gestion des catastrophes naturelles. Cette tendance est particulièrement visible aux États-Unis, où l'engagement militaire dans de telles situations semble augmenter au fil du temps. De plus, les forces armées américaines sont de plus en plus sollicitées pour aider leurs alliés, ce qui est perçu comme une évolution positive et susceptible de se poursuivre. Merci Chris. Colonel McLaughlin, si vous voulez bien projeter votre réflexion dans le futur, explorons les possibles évolutions d'African Lion pour les années 2025 et 2026, ainsi que les relations militaires entre les États-Unis et le Maroc. Quels aspects mériteraient une attention particulière à l'heure actuelle, mais qui ne font peut-être pas l'objet d'une attention suffisante aujourd'hui? Je considère que l'exercice actuel est d'une grande importance. En effet, le commandement et le contrôle sont des aspects qui évoluent constamment avec le temps, impliquant l'utilisation de différents systèmes. Cet exercice représente un consensus entre les pays participants, leur permettant de progresser dans le déploiement et la manœuvre des troupes sur le terrain. Actuellement, une attention particulière est probablement portée à la crise dans des régions telles que l'Égypte, la mer Rouge et le Yémen, où les Houthis cherchent à contrôler le détroit de Bab el-Mandeb, un point stratégique dans la mer Rouge. Cette situation offre une réflexion sur le détroit de Gibraltar et son importance critique. Il est donc essentiel de collaborer avec les autorités marocaines pour envisager l'avenir de sa défense, tout en préservant la liberté de navigation et le libre-échange des biens à travers la Méditerranée. Ces questions revêtent donc une grande importance stratégique. Merci. Colonel Desroches, je vous adresse la même question. Quels sont les aspects que nous devrions examiner attentivement? Le colonel McLaughlin a mentionné l'utilisation des capacités navales qui se déplacent de plus en plus vers l'Asie, notamment vers le détroit de Taïwan. Cette dynamique rend plus complexe le maintien de ces navires dans la région du Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Quels autres éléments doivent être pris en considération dans cette équation? Écoutez, il est essentiel de mettre en œuvre les zones économiques exclusives et de protéger la souveraineté maritime, surtout pour le Maroc, étant donné sa proximité avec l'Europe. Cette région devient un point de transit vital pour le commerce illicite et est sujette à la pêche illégale, principalement menée par des acteurs chinois. En outre, un aspect crucial concerne la gouvernance stable dans la région du Sahel. Souvent, notre attention est attirée par les problèmes sécuritaires, négligeant ainsi la stabilité gouvernementale. Les récents coups d'État au Mali, au Burkina Faso et au Niger souligne cette préoccupation. La nécessité de se concentrer sur la gouvernance devient évidente, notamment dans des pays comme la Mauritanie qui présentent des fragilités dans ce domaine. Tout bouleversement significatif dans la gouvernance mauritanienne aurait un impact non seulement sur le Maroc, mais aussi sur l'ensemble de l'Europe. Ainsi, il est impératif de mettre davantage l'accent sur la promotion de la bonne gouvernance dans ces pays confrontés à des défis sécuritaires, ce qui exigerait un engagement accru par rapport au passé. Colonel Desroches, nous savons donc que les militaires marocains regardent probablement cette émission et heureusement nous leur parlons de cette collaboration et de ce à quoi ressemble la coopération américano-marocaine et de l'importance qu'elle revêt pour nous. Cela revêt une importance capitale. Notre relation avec le Maroc est l'une des plus solides en Afrique, ce qui est remarquable. Comme je l'ai souligné précédemment, le Maroc se distingue en tant qu'exportateur net de sécurité, une caractéristique rare dans la région. J'encourage donc vivement les militaires marocains à collaborer étroitement avec leurs homologues américains. Lors de cet exercice et de tous les autres, ils doivent pousser les limites au maximum, en particulier en mettant à l'épreuve les systèmes logistiques et de transport pour identifier leurs capacités et leurs limites. Cependant, ils doivent ne pas oublier d'organiser 1 ou 2 journées d'activités sociales pour favoriser les échanges informels et permettre à leurs homologues américains de découvrir la culture, la gastronomie et les traditions de ce grand pays. Le Maroc demeure le plus ancien partenaire des États-Unis en matière de sécurité.
Chris Lapetina, que pourriez-vous dire sur la nature de cette relation? Je voudrais tout d'abord exprimer ma gratitude envers l'armée marocaine pour sa contribution à la préservation de notre liberté. Les États-Unis jouissent de la liberté grâce en partie aux solides relations que nous entretenons à l'échelle mondiale. Et il est évident aujourd'hui que le Maroc joue un rôle crucial dans cet aspect. Je suis reconnaissant envers l'armée marocaine pour avoir offert à un jeune cadet comme moi l'opportunité d'apprendre et de débuter son parcours en tant qu'officier militaire. Cette expérience a grandement contribué à mon succès au sein de l'armée américaine. Je suis convaincu que David attribue une partie de sa réussite à son expérience en tant que cadet au Maroc. Merci, Chris. Tournons-nous vers notre second colonel, le colonel Preston McLaughlin. Colonel, que diriez-vous si vous deviez partager vos réflexions avec vos homologues militaires au Maroc? Tout d'abord, permettez-moi de féliciter les planificateurs marocains et américains pour le remarquable travail. Je suis conscient que la préparation de cet exercice a demandé un effort considérable, probablement commencé il y a environ un an. En 20 ans, nous avons parcouru un chemin significatif. Nous aspirons à voir cet exercice perdurer encore 20 ans, en s'ouvrant à de nouveaux partenaires et alliés régionaux au fil de son expansion. Lorsque j'étais dans le Sahara, j'ai eu l'occasion de rencontrer un jeune officier marocain qui nous a guidés pendant une journée. Il m'a partagé l'histoire fascinante selon laquelle son grand-père avait combattu aux côtés de Mark Clark en Italie. Rencontré en 1991, le fils d'un soldat marocain ayant combattu aux côtés des États-Unis en Italie m'a profondément impressionné. Je vous adresse mes meilleurs vœux pour l'exercice à venir. Nous arrivons malheureusement déjà au terme de cette discussion. Je souhaite exprimer ma gratitude à nos chefs militaires pour leur présence aujourd'hui et à remercier chaleureusement nos téléspectateurs pour leur attention. Mes remerciements vont tout particulièrement à nos invités, le colonel David Desroches, le colonel Preston McLaughlin, ainsi qu'à notre chroniqueur Chris Lapetina et à notre correspondant Gian Mansour. Je tiens enfin à exprimer ma reconnaissance envers notre remarquable équipe de production dirigée par notre directeur et producteur Mohamed Saïd Al-Wafi. À très bientôt. Have a blessed week and we'll see you next time for another episode of Maghrib min Washington.